sont vos grands-parents? Qu'ont-ils vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Dans quels lieux? Et que vous ont-ils transmis? Bienvenue à Passé Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H, par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retracera le destin des grands-parents d'un invité. D'où ils viennent, ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu, mais aussi les secrets, les mystères, les inconnus de ces personnes qui sont à la fois proches et lointaines. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Dans beaucoup de familles, une personne devient dépositaire de l'histoire de tous. C'est ce qui est arrivé à Olivier. À partir de conversations avec sa grand-mère, il a découvert l'existence d'un arrière-grand-père qui va le fasciner et l'amener à écrire un essai biographique pour ses proches. Olivier nous raconte comment une démarche de pure curiosité est devenue une enquête. Il sera question d'un coffre-fort rempli de liasses de documents, de lettres et de discours, de politique locale dans les années 20, 30 et puis sous le régime de Vichy. C'est pendant l'été 2010 que j'ai un peu commencé à consigner l'histoire familiale en demandant à ma grand-mère, Georgette, née en 1917, de me raconter sa vie, à la fois parce que ça m'intéressait, mais aussi parce que je me disais qu'elle vieillissait. Et voilà, j'avais envie de savoir et de consigner un peu tout ça. Ma grand-mère, Georgette, elle est albigeoise, qui s'entendait à son accent joliment chantant, parfois un peu rocailleux, comme les gens l'ont parfois dans le sud-ouest. C'est une femme pleine de vie, un personnage un peu poétique de son époque, de sa région, qui paraissait parfois un peu dépassée par la modernité, qui était joyeuse et sociable, et qui me racontait volontiers, me re-racontait certaines histoires, avec de plus en plus d'approximations au fur et à mesure que les années passaient, et que sa mémoire devait s'étioler aussi, je pense. Donc elle m'a raconté son histoire, et en fait, régulièrement, évidemment, son histoire a entrecoupé celle de mon arrière-grand-père, qui était son beau-père, donc. Mon arrière-grand-père, il est né en 1886, et il est décédé en 1963, dans la ville de Tournon, dans l'Ardèche, dont il a été maire entre 1925 et 1941, puis entre 1944 et 1958. L'Ardèche, c'est dans la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, comme on dit aujourd'hui. C'est une sous-préfecture, donc c'est une ville d'une importance moyenne. Et donc, le moment où mon arrière-grand-père fait vraiment irruption dans ma vie, c'est fin 2011. Une de mes tantes, Annie, donc l'aînée dans la famille, m'offre un livre qui s'appelle « Il nous faut un théâtre », qui est l'histoire du ciné-théâtre de Tournon-sur-Rhône, dans lequel j'apprends que le théâtre en question a été créé grâce au combat politique de mon arrière-grand-père Camille à la fin des années 1920. À l'époque, c'était pas banal. Il s'est battu pour la création d'un des premiers cinémas parlants de France, en 1928. Et à l'époque, donc lui, il était radical socialiste, donc dans le camp qu'on pourrait qualifier de progressiste, de centre-gauche. Et à l'époque, les conservateurs étaient assez opposés à la construction d'un ciné-théâtre, d'autant plus qu'il n'y avait pas encore vraiment de notion d'investissement public dans la culture, puisque le ministère de la Culture date de l'après-guerre, notamment. Et voyant que l'histoire m'intéressait, ma tante me révèle alors l'existence d'un dossier secret laissé par mon arrière-grand-père Camille dans le coffre-fort familial. Quand elle m'a appris ça, j'étais complètement abasourdi. Je lui dis mais comment, mais quand est-ce qu'on peut aller l'ouvrir? Elle me dit quand tu veux. Quelques mois plus tard, mon père, mon cousin, Guillaume et moi, on descend chercher ces dossiers secrets dans le coffre-fort. Et donc on y trouve plusieurs centaines de documents qui ont appartenu à Camille et au reste de la famille. Et au milieu de ces documents, on trouve une liasse mystérieuse entourée d'une ficelle qui lacère des feuilles un peu jaunies par le temps et qui porte la mention « Dossier secret, 9 février 1936 ». C'est une liasse qui semble n'avoir jamais été ouverte avant ce 25 décembre 2012. En ouvrant la liasse, je me dis sans doute que la dernière personne qui a touché ces documents doit être Camille avant sa mort en 1963. Donc ça faisait quasiment 50 ans, il est mort en janvier 63, on était en décembre 2012. Donc c'était un moment un peu particulier. C'est encore assez émouvant d'en parler et d'y penser. Et donc, depuis ce moment, j'ai commencé à consulter les 150 documents originaux issus de cette recherche, qui avait, plus de 500 pages sans doute. Et donc, en plusieurs jours et plusieurs nuits, j'ai traversé des décennies d'histoire municipale, locale et familiale,
Il y avait beaucoup de discours, documents de campagne politique, beaucoup, parce qu'en fait, le secret de 1936, c'était une campagne municipale qui avait dû être réorganisée, parce que le vote de l'année précédente avait été annulé pour une question de vice de procédure. Et il y a des affiches incroyables, colorées, plein de documents, des lettres, des prescriptions médicales, aussi et surtout j'ai retrouvé un document, je me souviens en plein milieu de la nuit, il devait être 3 ou 4 heures du matin, je commençais à avoir les yeux qui piquent, et à m'endormir à moitié sur mes lectures, et je tombe nez à nez avec un petit document format A5 qui était le décret de révocation de mon arrière-grand-père en tant que maire de Tournon par le régime de Vichy, qui a été révoqué en 1941, et donc là j'étais un peu stupéfait face à un document tamponné du régime de Vichy avec portant l'entête fait à Vichy, signé du ministre de l'époque, du ministre de l'Intérieur qui s'appelait Pérouton, et qui était l'auteur, l'instigateur de lois qui s'appellent aujourd'hui, d'après ce que j'en sais, les lois Pérouton, qui étaient des lois qui permettaient au ministère et au préfet, par délégation, de révoquer des élus locaux. Ce qui est une loi évidemment qui ne peut pas exister dans une république moderne, mais qui pendant le régime de Vichy a existé justement pour démettre de leurs fonctions les élus indésirables. Donc voilà, donc c'est la découverte de ces documents qui m'a donné envie de creuser, et puis j'ai même écrit un petit essai sur mon arrière-grand-père, parce qu'il y avait beaucoup de choses, et mon entourage m'a encouragé à consigner tout ça, et à essayer de lui donner une forme et une cohérence. Et donc j'ai déjà tout épluché, j'ai essayé de tout un peu ordonner, et puis ensuite j'ai fait quelques recherches complémentaires, parce que évidemment que tout ça ne pouvait pas se suffire. C'est des sources primaires, mais il manque beaucoup de contexte. Ça m'a amené à plusieurs, je dirais, pistes d'enquête et de réflexion. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait écrit dossier secret sur ces liasses mystérieuses. Je me suis aussi posé des questions sur la révocation par le régime de Vichy. Je me suis posé des questions sur ces combats politiques du quotidien, parce qu'il y a juste assez de documents pour se mettre un peu sur la piste de ces réflexions-là. Et puis, je me suis aussi un peu enivré de la saveur de ces discours, du langage de l'époque, des affiches où les hommes politiques s'apostrophaient comme on s'apostrophe aujourd'hui à la télévision, sauf que pour les campagnes politiques de mon arrière-grand-père, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de télé, il y avait à peine la radio, donc les hommes politiques s'apostrophaient par affiches électorales interposées. Voilà, donc le premier sujet qui était sa réélection, qui est donc l'origine de l'inscription au dossier secret. Il a été élu pour la première fois en 1926, après avoir été conseiller municipal. Il a été réélu sans doute en 30 ou 31. Et puis à nouveau en 1935, sauf que l'élection a été annulée à cause d'un vice de procédure dans le décompte des voix, manifestement. Donc l'élection a eu lieu à nouveau en 1936, et elle a été assez âpre, puisqu'il y a eu notamment un candidat dissident chez les radicaux, qui s'appelait le docteur Chenel, qui avait manifestement pas très bonne presse. Et donc on retrouve dans les affiches de campagne, dans les discours, plein d'éléments de contexte sur cette campagne. Par exemple, le docteur Chenel était protestant, et il s'était un peu allié aux conservateurs, et donc mon grand-père et sa liste municipale, enfin sa liste électorale, l'apostrophe sur le fait qu'un protestant s'allient aux conservateurs, alors que les protestants ont été victimes de persécutions pendant des siècles, et donc traditionnellement à l'époque ils étaient plutôt dans le camp des progressistes et de la gauche que des conservateurs et de la droite. Il y a des affiches qui font des références à ce genre de phénomène. On retrouve beaucoup de discours vraiment passionnés. J'ai récupéré les originaux de plusieurs affiches. Une des affiches les plus amusantes que j'ai retrouvées, c'était une petite affiche de protestation rose, écrite dans une police qui fait un peu Far West. C'est une affiche en format paysage. Ça dit « Élection municipale du 9 février 1936 ». Gros titre « Protestation ». Le sous-signé Véran Paul, fermier à la Pichonnière, proteste de la façon la plus formelle contre l'abus inconsidéré qui a été fait de son nom pour l'établissement de la liste des 23 candidats élaborée par monsieur le docteur Chenel, donc qui était l'adversaire de mon arrière-grand-père. Il déclare par avance être étranger à toute manœuvre semblable qui pourrait se produire, et il engage les électeurs tournonnais, avec un E majuscule et un T majuscule, à voter pour la liste entière du conseiller Arnaud, mon arrière-grand-père. Tournon le 5 février 1936, signé Paul Véran, agriculteur, fermier à la Pichonnière.
On est en train de parler d'un agriculteur dont une liste a inscrit le nom sur sa liste sans qu'il soit au courant. Et donc, il proteste. Évidemment que le camp d'en face en fait ses choux gras. Là, je tombe aussi sur une affiche qui a été faite par la liste concurrente de celle de mon arrière-grand-père. Et donc, le titre de l'affiche, c'est « Ce cher Camille ». Ce cher Camille Arnaud se vante de ses réalisations. Il a raison, mais il ne vante pas ses factures. Le scandale n'est pas dans la réalisation, mais dans leur prix. Arnaud, tout laine, tout coton. L'argent est rond, et pour rouler, il les place, et c'est pour empiler, etc., etc. Donc là, c'est assez amusant parce que c'est une affiche qui fait référence au métier de mon arrière-grand-père parce qu'il tenait un magasin de vêtements et de draps. Et donc, Arnaud tout coton, c'est clairement une référence à son activité et à l'idée selon laquelle il serait dépensier, ce qui était sans doute pas faux parce qu'il a lancé plein d'investissements en construisant un hôtel des postes, en faisant reconstruire une école de filles, en construisant un ciné-théâtre. Enfin, je vous lis pas tout, mais c'est très amusant de voir le langage utilisé, les procédés, les références. On a vraiment l'impression d'être dans la cour d'école quasiment. Et alors, j'ai aussi retrouvé des lettres de soutien et notamment un peu des calculs politiques ou en tout cas de la coordination qu'il faisait avec le sénateur de l'Ardèche qui était un radical socialiste comme lui, qui s'appelait Isidore Cuminal, qui était vice-président du Sénat quand même. Et donc cet Isidore Cuminal lui écrivait des lettres de soutien dans lesquelles il lui expliquait qu'en politique il fallait savoir faire le dos rond. Et il a écrit une lettre publique destinée à devenir une affiche dans laquelle il le soutient explicitement et il explique aux électeurs que c'est une force du progrès, le parti radical socialiste est derrière lui. Et ça aussi c'est assez amusant, on se rend bien compte que la politique fonctionnait déjà comme elle fonctionne aujourd'hui, faite d'alliances à plusieurs niveaux et ainsi de suite. J'ai à la fois l'affiche en grand, en vert, c'est des affiches très grandes qui doivent faire 1 mètre de haut fois au moins 60 ou 80 cm de large, dans des couleurs éclatantes. Et donc j'ai aussi le manuscrit avec le papier en tête du Sénat, où on voit bien que les textes sont les mêmes. Donc je vais vous la lire parce qu'elle est assez sympathique. Lettre de Monsieur le sénateur Cuminal à Monsieur le maire de Tournon, Paris, le 1er février 1936. Mon cher maire, à la veille des élections municipales de Tournon, je tiens à vous exprimer les vœux que je forme pour votre réélection et celle de vos collègues. Vous avez bien voulu m'associer aux nombreuses améliorations que vous avez entreprises et réalisées dans votre ville avec le concours de l'État. Donc là, il fait une référence au soutien qu'il a pu apporter avec ses collègues sénateurs. Elles sont visibles à chaque pas, depuis la restauration en cours du château de Tournon jusqu'au maintien du lycée de jeunes filles. On en trouve partout des témoignages. Je sais donc, et tout le monde peut constater le dévouement dont vous avez fait preuve. Mais vous n'avez pas seulement servi l'intérêt communal. À l'exemple des municipalités qui se sont succédées depuis plus d'un demi-siècle, vous avez aussi, contre toutes les réactions, défendu les institutions républicaines. Vos compatriotes, j'en suis sûr, vous en manifesteront à vous et à vos collègues leur sincère reconnaissance. Pour moi, qui n'oublie pas les marques de confiance que m'ont accordées à plusieurs reprises les électeurs de Tournon, votre succès républicain ne fait aucun doute et je le salue par avance avec joie. Lettre majuscule. Toutes les forces de gauche feront bloc sur les noms de votre liste. Cette déclaration, je l'aurais faite publiquement si mes occupations m'avaient permis d'aller à Tournon. Ne le pouvant, je la formule par écrit, en vous renouvelant, à vous et à vos administrés, l'assurance de mon cordial dévouement. Isidore Cuminal, sénateur de l'Ardèche. Et alors, dans la lettre qu'il lui écrit, il fait des commentaires, donc il lui explique plein de trucs et il utilise des expressions assez marrantes. Il lui dit qu'il veut le soutenir, il dit voilà, mon intervention vous laissera peut-être un peu de répit. Pendant qu'on m'attaquera, on vous injuriera moins. Et moi, je suis un vieux parapluie sur lequel il pleut depuis longtemps, sans que j'en souffre. Ensuite, il y a évidemment la révocation par le régime de Vichy, dont je vous ai un peu parlé déjà, mais qui est particulier parce que le symbole du régime de Vichy est assez fort. Ce qui se dit dans ma famille, c'est que mon arrière-grand-père a eu des propositions de la commandante Tour et des SS et qu'il aurait toujours refusé. Mais j'avais aucune preuve, c'est une histoire familiale. On disait même que mon arrière-grand-père aurait refusé de collaborer et que les Allemands, le régime lui aurait proposé de faire libérer mon grand-père, prisonnier, donc son fils, en échange d'une collaboration de bon ton. Là, j'avais aucune preuve, toujours aucune preuve. Et en tombant sur ce décret de révocation, tout de suite, l'histoire prend une autre tournure parce que déjà, on sait qu'il a été révoqué.
Enfin, ça, j'aurais pu le retrouver dans les archives. Mais en tout cas, là, c'était une preuve supplémentaire. Et puis j'ai trouvé aussi les cartes d'emprisonnement au service du travail obligatoire de mon grand-père. Donc je sais que mon grand-père a été fait prisonnier en 40 ou quelque chose comme ça, et qu'il est revenu en 44, un peu avant la plupart des autres prisonniers, parce qu'il avait déjà 3 enfants, donc les hommes qui avaient des enfants revenaient plus tôt que les autres. Voilà, donc ça c'est autre chose d'intéressant. Ça m'a amené à faire des recherches aussi sur le fonctionnement du régime de Vichy. En fait, il y avait des vraies dispositions administratives pour museler les récalcitrants au niveau des élus locaux. En fait, il brandissait un faux motif. Le régime de Vichy, lorsqu'il souhaitait révoquer un maire, par exemple, plutôt que de juste publier un décret de révocation sans invoquer de motif particulier, ils invoquaient un motif fallacieux pour révoquer le maire. Donc là, mon arrière-grand-père n'a pas été révoqué juste parce que il refusait de collaborer avec la force occupante, donc la commandement de Tours, les SS, enfin peu importe, et le régime. Il a été révoqué officiellement parce que dans son magasin, il a pratiqué des hausses de prix illicites. Aujourd'hui, ça nous fait sourire. Bon, à l'époque, c'était un peu moins anecdotique parce que le contrôle des prix sur un grand nombre de produits, du quotidien ou pas d'ailleurs, en France, ça avait lieu, enfin, c'est encore un tout petit peu le cas, mais quasiment plus. Mais jusqu'aux années 90, en fait, il y avait des prix contrôlés. Le prix du pain, par exemple. Et à l'époque, c'était encore plus le cas. J'ai voulu poursuivre mes recherches en allant aux archives départementales. Et alors, j'ai trouvé des trésors parce que j'ai trouvé toute la presse de l'époque, le journal de Tournon, quelque chose comme ça, enfin la presse, je dirais, pas dire mainstream, mais si un peu journal de référence local, qui était hebdomadaire et qui est d'ailleurs consultable sur Internet. Donc c'est, voilà, je le signale aux auditeurs parce que c'est formidable le travail que font les archives départementales et nationales de tout scanner, tout est disponible sur Internet. Hein, ça c'est génial. Donc ça, j'ai pu le consulter sur Internet et je me suis déplacé aux archives départementales à Privas pour aller consulter le reste. Et en fait, j'ai trouvé la presse pétainiste. Et alors ça, les amis, ça vaut son pesant de cacahuètes. Parce que, donc, j'ai retrouvé les coupures de presse de l'époque avant sa révocation par le régime. Et alors, la presse pétainiste se réjouissait avec une excitation à peine dissimulée de la révocation à venir de mon arrière-grand-père. Ils annoncent sa révocation. Il dit « Nous croyons savoir que le maire va être révoqué de ses fonctions, mais nous laissons l'honneur au préfet de l'annoncer, ou je ne sais quoi. » Et puis après, ils disent « Par ailleurs, nous avons eu vent de quelques noms de remplaçants possibles, mais nous ne pouvons rien dire, à part que, ouvrez les guillemets, ça va gazer, fermez les guillemets. » Alors le ça va gazer est très intriguant, mais il se trouve que, en fait, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est parce que le remplaçant de mon arrière-grand-père, pendant l'occupation, s'appelait Léonce Gazet. G-A-Z-E-T. Voilà, c'est une illustration des enfantillages de la presse pétainiste de l'époque. Et la deuxième chose que j'ai apprise, qui est pas moins savoureuse, c'est que la presse pétainiste prenait un exemple pour expliquer pourquoi elle se réjouissait de cette révocation. Et elle disait, vous comprenez, ce maire a quand même réétabli les maisons de tolérance. Je ne savais pas ce qu'était une maison de tolérance, je suis allé me renseigner, et une maison de tolérance, c'est ni plus ni moins qu'un bordel. Une maison dans laquelle on tolère la prostitution, et donc j'apprends que mon arrière-grand-père a rétabli, a réautorisé les bordels dans sa ville. Alors ça, c'est des recherches récentes, qui datent d'il y a 1 an ou 2. J'ai pas encore trouvé d'autres éléments beaucoup plus substantiels sur sa carrière dans la presse, mais j'ai pas encore eu le temps de tout éplucher. En fait, à la lecture de ces divers documents, j'ai trouvé quand même pas mal de signes assez intéressants de son progressisme. Donc les combats républicains de mon arrière-grand-père, alors il y en a eu plusieurs, j'aurais pas la prétention d'être exhaustif ni d'être très très précis parce que je suis pas historien, mais voilà, mais il y avait donc cette école de filles pour laquelle il s'est battu et dont il a obtenu le maintien ou même la reconstruction dans les années 30. À une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'était par contre pendant le Front populaire, il y a eu les premières femmes secrétaires d'État, avant d'avoir le droit de vote, ce qui est quand même incroyable comme circonstance, mais voilà. Ces autres combats républicains, c'était par exemple la défense de la puissance publique en contrepoids de la puissance des intérêts privés, notamment dans l'éducation. Parce qu'à l'époque, donc il y avait des écoles publiques depuis un certain temps, mais l'influence de l'Église, notamment, et des intérêts privés était encore assez forte dans le domaine de l'éducation. Les intérêts privés, ça peut être des fondations privées, des grandes familles qui décidaient de fonder une école ou autre. Après, localement, j'ai pas retrouvé de traces très explicites de ça, mais en tout cas, il le cite dans ses discours. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec un de mes derniers points, des derniers points du récit,
ces discours savoureux. Et il y a notamment un discours qui donne au Sous des écoles laïques. Donc le Sous des écoles laïques, c'est une institution qui existe encore aujourd'hui, mais dont plus personne connaît vraiment l'existence. De mémoire, il finance des actions éducatives et laïques. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent de ce que font les œuvres religieuses dans le domaine de l'éducation, notamment extrascolaire, je crois. Peut-être dans les bourses aussi. Je vais vous lire un extrait de son discours pour la fête de Noël du Sous des écoles laïques. Donc, pères et mères de famille qui vous pressez en foule ici, ce soir, avez-vous pensé à ce qu'il faut d'intelligence subtile et d'affection vigilante pour présider aux destinées de cette petite république ? Avez-vous songé à ce qu'il faut d'expérience pour pratiquer cet art tout en nuances de l'éducation enfantine ? Il faut savoir et pourtant feindre d'ignorer pour ne pas tarir les sources merveilleuses de la curiosité. Il faut faire régner l'ordre et pourtant ne pas transformer en mécanique froide ces âmes naissantes et pleines de rêves et d'élan. Il faut être partout présent et partout invisible pour ne pas étouffer cette spontanéité naturelle dont la vie n'aura que trop tôt raison. Il faut ces 1000 et 1000 choses que les plus graves philosophes n'ont pas trouvées et que le cœur d'une mère trouve si aisément. Ces qualités, mesdames, nous savons que vous les possédez, et c'est pourquoi j'ai le devoir de vous apporter l'hommage en reconnaissance de la population tournonnaise. Donc ça, c'était un extrait du discours, mais c'est un discours que je trouve assez émouvant, parce que je trouve qu'il met des mots sur ce qu'est l'éducation, qui font un peu écho aux pédagogies style Montessori. Et je trouve ça très poétique, en fait, et très beau. Et bon, après, donc, c'est intéressant parce qu'il explique aussi que lui, il est tout récemment devenu grand-père, et en fait, il a écrit ce discours quelques semaines après la naissance de ma tante Annick, celle par laquelle cette histoire a commencé pour moi. Donc c'est amusant comme tout ça reboucle. Voilà, pour vous donner un exemple, bon, il y a plein d'autres discours assez charmants. Je retrouve d'autres trucs. Une lettre. C'était aussi un homme qui avait manifestement pas mal de pragmatisme et d'ouverture d'esprit, parce que on a retrouvé une lettre assez savoureuse d'une sœur d'une institution catholique qui remercie mon arrière-grand-père parce que la mairie a prêté de la paille. Je vais te lire la lettre. Permettez-moi, monsieur le maire, de vous remercier pour avoir bien voulu donner suite à ma requête. Les souris s'étaient logées dans certaines paillasses. J'avais peur d'avoir du dégât aux couvertures et aux sacs de couchage. Je vous remercie, monsieur le maire, de la paille que vous nous avez laissée. Nous prierons pour vous, pour votre famille, pour le cher prisonnier, ça je pense qu'il s'agit de mon grand-père, qui a été fait prisonnier le 15 juin 1940, afin qu'il soit bien vite rendu à son foyer. J'ai ressenti une peine sincère de la fermeture momentanée de votre magasin. Donc là, ça doit être, c'est un lien très probable à l'ordre de la préfecture qui était investie des pouvoirs étendus de nous fermer le magasin par le régime de Vichy. Donc j'ai ressenti une peine sincère de la fermeture momentanée de votre magasin. Vous, si bon pour tous. Quel temps nous vivons. On ne voit autour de soi que jalousie et méchanceté. Hier, les ouvriers ont débarrassé lits, couvertures, sacs de couchage et paillasses. J'ai gardé une pièce de 18 lits avec 2 couvertures, 2 sacs de couchage. Pour chaque lit, je l'ai fait inscrire à Mazot. Je l'ai prié de vous le dire. Je ne sais pas qui était Mazot. Veuillez agréer, monsieur le maire, avec ma reconnaissance, mon profond respect et l'assurance de tout mon dévouement. M. Gonnet supérieur. C'était une des sœurs supérieures. Et alors là, on le voit pas, mais la calligraphie de la lettre est remarquable, l'écriture est splendide. C'est une calligraphie en italique, très régulière, très belle. C'était un laïc. Il était du côté de la séparation de l'Église et de l'État. Donc le fait qu'il donne de la paille aux sœurs, c'était moi je l'interprète comme un signe d'ouverture, et de pragmatisme. Il n'était pas pro-clérical du tout, quoi. Et après, on a retrouvé d'autres traces dans les archives municipales où il y a des demandes. Par exemple, il donne des subventions aux sœurs pour acheter une bicyclette, et c'est le maire, c'est mon arrière-grand-père qui insiste pour qu'on finance une bicyclette pour les sœurs, au motif que ce sont des religieuses bénévoles et très dévouées pour soigner les malades et les indigents. Donc ils accordent une subvention. Alors que dans son conseil municipal, manifestement, tout le monde n'était pas d'accord avec ça.
Voilà, bon, ça c'est vraiment anecdotique, mais c'est sympathique. Sur les conseils d'amis historiens, j'ai essayé de mettre en parallèle l'histoire de mon arrière-grand-père, de l'histoire du pays, enfin de l'histoire nationale. Et puis après, j'ai essayé de faire le parallèle entre mon âge et le sien. Quelle était sa vie à mon âge et inversement. Et donc là, je réalise que quand Camille est née, l'école gratuite et obligatoire ou la liberté de la presse n'était en vigueur que depuis quelques années. C'était nouveau. Pour nous, ça paraît acquis et on n'imaginerait pas que ça disparaisse. À Tournon, le péage du pont n'avait été aboli que l'année précédant sa naissance à lui. Il y avait des péages sur les ponts à l'époque. L'affaire Dreyfus a éclaté alors qu'il avait que 8 ans pour se terminer quand il avait 20 ans. L'affaire Dreyfus et donc tout l'antisémitisme institutionnalisé qui le corroborait. Et en fait, tout ça en plus a eu lieu une année à peine après la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc ça aussi c'est important parce que dans les discours qu'il fait sur l'importance des institutions laïques, en fait, la séparation était beaucoup plus récente dans les têtes. À l'âge auquel moi j'ai commencé ces recherches sur lui, quand j'avais 29 ans, lui partait à la guerre de 14-18, et à l'âge où je termine le récit, il en est revenu blessé à vie, enfin handicapé. Donc il avait une carte d'invalidité militaire. Et ce qui me fait réaliser d'ailleurs que les 3 générations d'hommes qui m'ont précédé ont chacune participé à une guerre. Mon arrière-grand-père Camille à la Première Guerre mondiale, Fernand, mon grand-père, à la Seconde Guerre mondiale, et mon oncle qui s'appelait aussi Fernand, à la guerre d'Algérie. Et peut-être même que mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait aussi Camille, qui est né en 1852, a peut-être participé à la guerre avec la Prusse en 1870. Ça collerait assez bien, hein, parce qu'il avait 18 ans, et quand tu avais 18 ans à l'époque, je pense que on devait dire que tu étais un bon candidat. Et du coup, avec un peu d'imagination, je peux me dire que je suis la première génération d'hommes depuis un siècle et demi qui n'a pas ou pas encore participé à une guerre. Donc voilà, ça c'est, je trouve que c'est pas banal. Enfin, en fait, si c'est banal parce que je suis pas le seul dans cette génération, mais c'est frappant. Donc voilà, puis ensuite, un an après la fin de la guerre, il entrait au conseil municipal, il est devenu adjoint au maire, puis maire fin 1925. Et c'est là qu'il s'est lancé dans toutes ces grandes entreprises. Il a aussi électrifié les hameaux alentours, autour de la ville, qui a été apparemment un chemin de croix. Et puis voilà. Donc voilà, c'est vrai que quand on est un jeune, je dirais un jeune social-démocrate du XXIe siècle, c'est une histoire qui fait un écho assez fort, parce que l'idéologie du progrès, c'est quand même, c'est un peu le mythe de la République et de la gauche, enfin, ou d'une partie de la gauche au moins. Donc en lisant ça, en fait, on a un peu l'impression que c'est l'âge d'or du progrès républicain, et qu'on est loin de la désillusion démocratique dans laquelle on est un peu plongé aujourd'hui, intimidé par la dette publique, le terrorisme, le chômage de masse, les conservatismes, tous ces trucs-là. À l'époque, le déclinisme, le déclinisme était déjà en fait brandi par les conservateurs, qui s'offusquaient de l'art dégénéré, du fait que le centre-gauche engageait des grandes dépenses publiques, et ainsi de suite. Alors on n'a pas de photo de lui jeune, donc il est vieux sur les photos, enfin il a 50, 60, 70 ans je pense. Je l'imagine... On me le raconte un peu père tranquille, ce qui me convainc à peu près, parce que mon grand-père Fernand, donc le fils de Camille, avait un côté un peu comme ça. Je pense qu'il était très patriarche, et dans ses discours ça se sent un peu. Son très beau discours sous des écoles laïques, il est empreint du paternalisme, donc je l'imagine assez paternaliste. J'ai du mal à l'imaginer en fait. Ça me vient pas, en fait, j'ai pas le... Je pense que j'ai pas la prétention d'être historien, mais de ce point de vue-là, je raisonne comme l'historien. C'est-à-dire que je cherche les faits, et ce qui ne relève pas des faits, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais les spéculations m'intéressent pas tant que ça, quoi. Oui, à la fin, il y a tout ce que j'ai raconté, la fierté de se dire que on descend d'un progressiste, combattant progressiste de la Troisième République, ça, oui, c'est une fierté, et c'est irrationnel. Mais pour ce qui est de me figurer qui il était, il y a quasiment que les faits qui m'intéressent. Déjà, il y a beaucoup de faits, parce qu'il y a beaucoup de documents, mais le reste m'intéresse un peu moins, ouais.
Ce qui m'a intrigué au moment de conclure, en tout cas mes recherches et mon essai, c'est qu'en fait mes motivations ont un peu évolué au fil des recherches et de l'écriture, et finalement elles sont pas vraiment factuelles. Enfin voilà, une motivation c'est pas factuel, et la mienne elle a puisé un peu dans l'excitation d'une chasse au trésor, dans l'émotion de retrouver mes origines en quelque sorte, enfin retrouver entre guillemets, la fierté de pouvoir rattacher ma famille à l'histoire avec un grand H, enfin ou avec un petit H d'ailleurs, mais en tout cas à l'histoire, et puis peut-être aussi dans la recherche d'un héros presque oublié dans une sorte d'âge d'or de la République, parce que la Troisième République a plus d'un égard. Je pense que dans notre génération, quand on s'intéresse à l'histoire, on considère presque que c'est une forme d'âge d'or. Et voilà, et du coup, ouais, qui n'a jamais rêvé en fait de retrouver un trésor enfoui depuis des générations, 50 ans en l'occurrence, inconnu de presque tout le monde, et qui révèle quelques pages d'un passé un peu mystérieux. Et c'est vrai que l'émotion, je m'en souviens encore, ce 25 décembre 2012, en descendant chercher ces documents, en ouvrant le coffre-fort, en ressortant les liasses jaunies, en les ouvrant, en découvrant les centaines de pages et d'affiches colorées, de discours qui sont empreintes de la poésie et du style de l'époque. Et puis évidemment, le sentiment au milieu d'une nuit de décembre, à l'heure où enfin, même l'adrénaline suffit plus à vous maintenir éveillé. Quand je tombe sur la page, sur cette petite page A5 que j'avais du mal à lire, révocation, Camille Arnaud, ministre secrétaire d'État à l'Intérieur, Pérouton, fait à Vichy, le 9 janvier 1941. Là, je me suis senti un peu emporté dans le tourbillon de l'histoire, hein, dans les pages noires de l'histoire de France, en me disant que sans doute que personne, peut-être, n'avait touché cette feuille depuis la mort de mon arrière-grand-père 50 ans auparavant. Je me suis dit, voilà, il a archivé ce qu'il considérait peut-être comme étant des documents importants, et du coup, enfin, il nous a laissé un petit trésor, quoi. Est-ce que lui s'est dit, je vais envoyer une bouteille à la mer, et je sais pas ce qu'il en adviendra. Mais en tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé. Et une fois en fait que les documents ont été recensés et consultés, en fait la chasse au trésor reprend, parce que je me dis qu'il faut que j'arrive à parler à toutes les personnes un peu âgées qui sont susceptibles de l'avoir connu. Donc du coup je me mets en chasse. Je vais rencontrer une employée du magasin Arnaud. Je prends rendez-vous avec une historienne locale, Madame Thiebaud, qui a écrit plein de choses sur les maires de la ville. Elle a écrit un ouvrage qui recense je crois tous les maires de l'histoire de la ville depuis que le rôle de maire existe. Entre-temps, j'apprends le décès de Madame Grangier, et je suis en train de me dire que l'histoire est en train de se refermer sur mes recherches. Je rencontre comme prévu Madame Thiebaud, l'historienne, qui m'oriente vers l'ancien maire, Monsieur Touras, qui était maire, que je rencontre, chez lequel je rencontre une certaine Madame Montgolfier, qui est la femme du petit-fils d'un des maires par intérim pendant la Libération, et donc il y a des histoires assez intéressantes à raconter. Et puis en fait, à un moment où le tournis s'inverse, et je me rends compte que je pourrais pas mener une étude exhaustive, et que je pourrais pas rencontrer toutes les personnes qui auraient pu alimenter mes recherches, et qu'au contraire, en fait, il faut que je referme l'aventure, et que je me dise, ok, il va falloir mettre un point final au récit pour que il puisse avoir sa propre, enfin je dirais pas cohérence, mais enfin en tout cas que je le referme, et que j'imprime et que j'offre. Et donc voilà, donc là je commence à me relire, je me dis tiens, il manque une mise en contexte, donc je commence à la rédiger. De fil en aiguille, j'arrive à mettre un point final, à me dire allez stop, à aller chercher un imprimeur pas trop cher sur internet, et à imprimer pour l'offrir à Noël 2015 à ma famille. Mais dans ma famille, il y a eu un tout petit peu d'appréhension au moment où j'essayais de déterrer tout ça. Et puis en plus, il y a eu dans ma famille, tout le monde ne pensait pas comme mon arrière-grand-père. Donc, je dirais que la plupart des gens se rangeaient à son avis parce que je pense que c'était le patriarche de la famille. Et voilà, mais il y avait quelques voix dissonantes dans la famille, pas forcément très proches, mais voilà, il y en avait quelques-unes. Donc ça a été bien reçu, et d'ailleurs il faut absolument que j'en réimprime quelques essais parce qu'on m'en demande, en fait j'en ai pas imprimé assez. J'ai plein d'amis qui m'en demandent,
Il y a des amis d'amis qui m'en demandent aussi. Donc voilà, enfin, je pense pas que ça soit un document ou un essai d'une qualité remarquable, hein, mais par contre, c'est moi qui l'ai fait vraiment, quoi. C'est vraiment mon petit travail artisanal. Il a pris des documents, il les a mis dans une forme de protège-documents en carton, d'ailleurs pas très efficace pour protéger les documents, et il a écrit dessus « Dossier secret, 9 février 1936 ». Donc je sais pas si c'était pour lui qu'il les a gardés ou pour la postérité. Moi, je peux pas m'empêcher... Enfin, après, c'est sociologique, enfin, c'est... Vu de mon siège, moi qui ai déterré ça, je peux pas m'empêcher, 50 ans après sa mort, d'imaginer que lui, il s'est dit, je le mets au coffre et puis advienne que pourra. Mais en fait, j'en sais rien. C'est l'imagination qui travaille aussi. C'est un peu quelque chose que j'ai envie de croire. Je l'ai pas connu. On n'a pas d'archives ni radiophoniques, ni on n'a rien. Enfin, tu vois, on sait pas. Je me sens honoré d'avoir eu accès à ça. Chanceux, c'est clair. Et pour quelqu'un qui adore le théâtre comme moi, il y a un peu l'écho de me dire que c'est chouette que mon arrière-grand-père ait fait construire un théâtre qui est toujours en service aujourd'hui et qui est toujours le théâtre et le cinéma municipal à Tournon. Donc c'est un bâtiment qui est pas très très beau par ailleurs, hein, qui est dans le style de l'époque, mais il existe toujours. Mais par contre, théâtralement, ce que ça m'inspire surtout, c'est les discours, c'est l'écriture que je trouve incroyable, que j'ai plaisir à relire et à lire à des amis. Je trouve ça très beau. J'aurais presque envie d'en faire un spectacle d'ailleurs. Et je trouve que mon arrière-grand-père avait une belle plume, vraiment de son époque, fleurie et enthousiaste, conquérante. Si je pouvais avoir transmis quelque chose avec ces recherches et cet essai, j'aimerais pouvoir transmettre à ma famille la connaissance de ce qu'a été l'histoire de de Camille Arnaud. Je pense aux générations suivantes parce que c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Mes propres enfants, enfin ma fille, je pense que quand elle apprendra la Seconde Guerre mondiale, et la Troisième République, j'espère modestement que ce petit essai la piquera, quoi. La piquera à vif. Et puis aussi, en fait, non, mais il y a autre chose dont on parle pas, il n'y a pas que la famille. Parce qu'en fait, j'ai eu plein d'amis qui me disent « Ah, moi aussi, il faudrait que j'écrive sur ma famille. » Donc certains disent « Oui, mais alors moi, il y a des trucs douloureux parce que il y a des histoires familiales compliquées, il y a des familles où il y a des choses qui sont encore très difficiles notamment les traumatismes. J'ai plein d'amis qui ont des histoires à raconter aussi, et donc si j'ai pu avec cet essai leur donner des idées ou leur donner envie d'écrire et puis surtout les aider à passer à l'acte, j'espère que ça serait super que ça soit le cas. Un grand merci à Olivier d'avoir partagé son récit. Si cet épisode vous a plu, interpellé, questionné, vous pouvez nous suivre et interagir sur Instagram ou Twitter. Vous pouvez aussi nous proposer un récit par mail à l'adresse podcastpasserocomposé, sans accent, podcastpasserocomposé@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner à Passero Composé sur votre plateforme de podcast et de nous mettre des étoiles et un commentaire pour nous faire gagner en visibilité. Et si vous souhaitez devenir mécène de ces podcasts, retrouvez la page de Passero Composé sur le site Arezzo, 1 R et 2 Z. Vous pourrez notamment recevoir une newsletter mensuelle avec des compléments sur les sujets abordés dans le podcast. Merci de votre écoute et à bientôt.